Je suis Mister Emma et vous regardez Archi-Urbain. Dans cette émission, je vous propose de continuer à dresser le portrait de l'architecte liégeois Yves Weynan. Cet architecte est directeur du département e-bois, qui est le département recherche-construction bois à l'EPFL, à l'École Polytechnique de Lausanne. Nous avons découvert un peu son travail la semaine dernière et je vous propose d'aller un peu plus loin cette semaine avec un de ses tout premiers projets, un château d'eau à Bersel. On est sur un château d'eau qui a été commandé par Faris, qui est le fournisseur d'eau pour toute la région flamande. Et c'est un concours qu'on a gagné en 2009 en collaboration avec Jeroen Berten et Tom Louet dans le cadre d'un Open Oproep organisé par le maître architecte de la région flamande, Bob van Reet à l'époque. Je pense que le résultat ici de ce bâtiment, de ce château d'eau, est à l'intersection entre l'architecture et le génie civil. On a clairement la cohabitation des notions d'architecture, ici notamment l'aspect paysagiste, l'aspect, disons, landmark, donc c'est vraiment un objet qui marque le paysage, mais en même temps c'est un bâtiment utilitaire, c'est un ouvrage d'ingénierie, puisqu'il s'agit à la fois d'un réservoir d'eau, mais également d'un moyen pour maintenir la pression sur le réseau de distribution d'eau dans cette région-ci. La forme a été vraiment très étudiée. On est passé par une vingtaine de maquettes d'études formelles de ce château d'eau. Et finalement, on s'est arrêté à ce triangle ou cette pyramide à l'envers qui marque le paysage, mais qui en même temps, malgré sa dureté au niveau de sa forme, est très fluide puisque l'œil ne capte pas en fait ces arêtes qui sont légèrement inclinés, donc dans un angle de 11 degrés, et qui font que l'objet se soustrait toujours en fait, à l'analyse du regard. On avait la possibilité de se mettre de l'autre côté de la route, c'est-à-dire dans cette forêt qui est ici derrière, mais on a voulu clairement marquer le paysage avec ce bâtiment. On est sur un terrain qui n'est pas très dur, donc il y a beaucoup de sable et de l'argile, et il a fallu rencontrer un budget très serré. Et souvent, ce sont les fondations qui font éclater en fait, le budget. Donc ici, j'ai voulu éviter des pieux en profondeur et créer une fondation surfacique, c'est-à-dire une sorte de table qui, elle, forme un hexagone en plan. Un côté du hexagone, c'est 14 mètres. Et c'est une table qui, dont l'épaisseur varie de 70 cm à 1,90 m en béton plein, qui est censé se tasser d'environ 11 mm une fois que le château d'eau est rempli. Donc on a mesuré, en remplissant le château d'eau pour la première fois, le tassement de l'ensemble. Une difficulté particulière, c'est qu'une partie de la nouvelle fondation couvre l'ancienne fondation de l'ancien château d'eau, et on craignait donc des tassements différentiels et une inclinaison de l'ensemble, mais cette inclinaison ne s'est pas produite. On a créé un escalier qui est un escalier de service, mais en fait c'est un escalier qui est en spirale, donc toute la symbolique de l'ascension est dedans. C'est quelque chose qui, je pense, est très beau. On a cette vue sur Bruxelles, sur Waterloo à partir d'ici. On aurait aimé vraiment de rendre ceci public, mais le maître d'ouvrage ne voulait pas prendre en charge cela. Par la suite, alors, il a fallu créer 3 réservoirs à l'intérieur du volume qui devaient être reliés à l'aide des vases communicants. Et donc, ces 3 parois de refend qui forment une croix en plan retiennent chaque fois les parois extérieures pour lesquelles alors la portée est divisée en 2. Et il a fallu relier ces 3 réservoirs à leur base. Et là, on a fait un évidement en forme d'œuf.
Donc il y a quelque chose de très sensuel qui n'est pas visible. C'est comme un poché, c'est-à-dire c'est un négatif. L'œuf n'existe pas, il n'existe que par son empreinte négative au niveau d'un évidement dans ces trois parois. Enfin, je trouve que les plans d'armature ont été dessinés vraiment en fonction du flux des efforts, c'est-à-dire que l'épaisseur des parois varie d'une épaisseur de 70 cm à leur base à une épaisseur ici au-dessus de 35 cm sur une hauteur d'environ 35 mètres. Et nous avons fait des plans d'armature de l'ensemble de la paroi. Ça veut dire que c'est des lignes qui représentent les barres d'armature qui diminuent en fait de diamètre en fonction des efforts. Donc c'est quelque chose qui pourrait aussi être associé à l'art moderne d'une certaine manière. J'aime en particulier l'empreinte triangulaire du château d'eau sur sa base hexagonale et le raccord des armatures à cet endroit-là. C'est d'une beauté abstraite en fait, quelque chose qu'on ne voit plus. Là, je me retrouve vraiment en tant que quelqu'un qui aime bien la technicité des choses, mais qui aime bien aussi le graphisme en fait, de l'implantation de ces armatures. Ce beau skyline de Bruxelles provient du toit de la tour Louise, appelée également Generali. Cette tour est actuellement en rénovation et je vous propose de rencontrer Ambroise Crèvecoeur. Il est architecte au bureau A2RC et il va nous raconter l'histoire de la tour ainsi que les enjeux de sa rénovation. Je m'appelle Ambroise Crèvecoeur, je travaille chez A2RC Architecte et je suis en charge du développement du business et de la gestion de projet. Ici, on est dans la tour The Louise. La tour a été développée par les frères Pollack en 1963. Ce bâtiment a été développé pour les assurances Trieste. Et puis, il y a quelques années, elle a été renommée en tour Generali. La plupart des gens la connaissent sous ce nom-là. Ce qui caractérise l'architecture des frères Pollack dans ce projet, c'est sa géométrie. Donc on peut le constater à cette forme de losange au niveau de la façade extérieure qui est identique au niveau du noyau central. Et alors on a le choix des couleurs pour le bâtiment avec cette façade vitrée, avec ce vert teinté. Le vitrage de la tour, sa caractéristique première, c'est qu'il était vert. Et dans le nouveau projet, on a conservé en fait cette teinte verte dans la façade. On a préservé vraiment cette particularité architecturale du bâtiment. Les éléments que tu vois ici, c'est les habillages des colonnes donc, qui vont être posées sur les colonnes que tu vois ici en blanc. Et alors après, tu peux profiter de la magnifique vue sur Bruxelles à 360. Ici, tu vois le palais de justice, la tour du Midi, la tour Albert là-bas au bout. On a deux annexes, une annexe qui se trouve dans la rue de Fax et une annexe qui se trouve sur l'avenue Louise. Ces annexes viennent faire le lien par rapport au bâti existant. On a vraiment voulu avoir un plan de façade, une lecture, la façade toute vitrée. Et donc comme tu peux le constater ici, on n'a pas de profilé vertical en métal et les seules interruptions qu'on a, c'est au droit des portes et elle est uniquement interrompue la façade au niveau de la porte. On ne remonte pas les cadres métalliques jusqu'en haut de l'étage, mais vraiment on s'arrête vraiment à la forme de la porte. Donc tout le reste est un plan complètement transparent sur l'ensemble du rez-de-chaussée au niveau de l'avenue Louise et de l'avenue de Fax. On a d'abord travaillé évidemment avec toute une série d'intervenants dont les monuments et sites, l'urbanisme. On a travaillé aussi avec des personnes qui sont en charge du fonds Pollack. Tout ça, ça nous a permis vraiment de comprendre le projet des frères Pollack. La volonté était vraiment de comprendre ce qu'ils avaient voulu faire. On a conservé les géométries de façade. On a conservé la même teinte de vitrage, on a conservé toutes les couleurs de l'existant au niveau des habillages des colonnes, au niveau des habillages des bandeaux. Donc il y a vraiment cet exercice de préservation des éléments qui fonctionnaient. Le projet initial des frères Pollack, c'était 29 000 m² hors sol, et le projet a été ramené à un petit peu en dessous de 28 000 m². Alors il y a des éléments qui fonctionnaient moins bien ou qui étaient obsolètes. Les tâches techniques a dû être redesigné parce que les éléments techniques
n'ont plus les mêmes dimensions, on a des récupérations d'énergie, les éléments sont standardisés. Et donc là, on a dû redévelopper cette partie-là. On a un rapport du plein au vide qui est quasi inversé en fonction du jour et de la nuit. On a toute forme d'angle dans le bâtiment et ça apporte vraiment une dynamique au niveau de la lecture des espaces et au niveau de la perception de la lumière, dans la manière dont elle rentre et elle accroche tous ces espaces. Pour nous, la lumière est une matière. Le rez-de-chaussée était complètement fermé. On a ouvert, on a fait des cours intérieurs. On a également cassé la structure pour faire un jardin au plus un. On a connecté ce rez-de-chaussée avec ce premier étage et on a essayé d'avoir cette relation plus fluide entre l'extérieur, l'intérieur et les premiers niveaux de la tour, ce qui faisait défaut dans le projet initial. On a travaillé avec des bureaux d'études et des consultants pour optimiser nos consommations. On a travaillé avec des vitrages plus performants en double vitrage pour trouver un équilibre entre le besoin de chaud et le besoin de froid. On a travaillé avec des pompes à chaleur pour réduire la consommation du bâtiment. On a isolé les bandeaux extérieurs de la structure. On a des productions d'énergie sur le toit du bâtiment avec des panneaux photovoltaïques. Et donc on a réussi à diminuer considérablement notre consommation énergétique en faisant ça. La modernisation d'un bâtiment de ce type pour qu'il réponde aux normes actuelles en termes d'incendie sont extrêmement compliquées. Ça m'a marqué, ça a marqué l'équipe, à quel point ça a été un travail long. Je pense qu'on a travaillé bien 3 ans avec les pompiers en amont du projet pour pouvoir répondre pleinement aux demandes du client. Ce sera tout pour cette émission, mais on se retrouve très rapidement pour de nouveaux reportages d'architecture. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt dans Archi Urbain. Merci, au revoir.